Depuis décembre 1979, près d'1 million de Soviétiques sont allés se battre en Afghanistan. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler de ce pays. Des dizaines de milliers y sont morts. Innombrables sont les blessés et ceux vivants qui ne parviendront jamais à effacer le souvenir de l'horreur. Ces lettres, ces photos ont été trouvées sur les corps de soldats morts au combat. Vestiges dérisoires de vies humaines brutalement achevées loin de la mère patrie. Les prisonniers, eux, traînent leurs souvenirs avec eux. Pour un Soviétique, être fait prisonnier en Afghanistan, c'est le début d'une tragédie, car sans cesse, il se rappellera le serment solennel qu'il a prononcé lorsqu'il a été appelé au service militaire. Un serment qui prend toute sa valeur dans le contexte de la guerre d'Afghanistan. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. J'ai tourné ces images en juillet 84. Avec Bertrand Gallet, nous nous étions rendus clandestinement en Afghanistan pour y faire un reportage sur l'organisation du fameux commandant Massoud. Personnellement, c'était mon deuxième voyage à travers ce pays en guerre. Un voyage difficile, 500 km à travers les montagnes, à pied, pour atteindre la vallée du Panjshir située près de Kaboul. Dans cette vallée, nous y rencontrons ce jeune soviétique, prisonnier des Afghans. Il s'appelle Saline. Massoud décide de le libérer sans condition. Saline veut venir en Occident, en France même, parce qu'il a entendu des disques de Mireille Mathieu, mais aussi parce que nous sommes devenus des amis. Nous acceptons de l'emmener au Pakistan. Il fait ses adieux aux Afghans avec lesquels il a passé plus d'1 an de sa vie. Chose étonnante, le prisonnier et les geôliers étaient devenus amis. À nouveau, nous traversons les montagnes, mais avec lui. Une fois sorti d'Afghanistan, nous transmettons sa demande d'asile. Mais pour lui, hélas, la France ne restera qu'un rêve. Son visa, il ne l'obtiendra jamais. Moi, je suis d'origine soviétique. Et si les circonstances de ma vie avaient été différentes, j'aurais pu moi aussi combattre en Afghanistan. Voilà pourquoi le sort des soldats soviétiques passés par cette guerre me touche personnellement. Je voulais depuis longtemps raconter leur drame. Christophe, lui, avait envie de retrouver le jeune Saline, mais pas de traces de Saline à Peshawar. Une rumeur le dit même mort. Au cours de notre enquête, nous rencontrons cet homme, le lieutenant-chef Oudalov, détenu depuis quelques mois par les Afghans.
Nous passons 2 jours avec lui. Il nous raconte sa guerre. Il croyait se battre pour une bonne cause contre les Américains et les Chinois. Il est toujours détenu en Afghanistan. Quelques jours plus tard, les résistants afghans nous emmènent à une centaine de kilomètres de là, dans un fortin isolé, où ils détiennent 2 soldats soviétiques capturés depuis déjà 3 ans. Ils sont ici, derrière cette porte. Lui, c'est Nicolas Golovin, fils d'une famille de paysans d'un village perdu de Russie centrale. Il est détenu avec le sergent Igor Kovalchuk. Si Nicolas n'a pas participé à des combats, Igor, lui, en a fait et vu trop. Certains de ses souvenirs sont devenus des cauchemars. Il les dessine comme pour mieux les exorciser. Le lieutenant va voir le commandant et lui dit « Faudrait que ces garçons reçoivent le baptême du sang ». Et le vieux con lui dit « Ok, vas-y, il y a justement un village d'une centaine d'habitants derrière les collines. Alors allez faire votre putain d'opération là-bas ». À proximité du village, on s'est étalé en tirailleur pour aborder les premières maisons. Et les chiens sont sortis tout de suite. On avait 2 kalachnikovs avec des silencieux. Donc on entend charger les fusils, mais tu sais, on n'entend pas du tout le coup de feu. On n'entend rien que la culasse. Schlac, schlac. Mais pas de détonation. Donc on a abattu les kleps qui nous attaquaient. Ici, tous les chiens attaquent. Donc on les a abattus. Après, on s'est avancé vers les premières maisons. Tout allait bien et on s'est répartis comme ça devant. Alors Polovinkin a fait « Bon, allez-y putain !» Et mon copain Georges a défoncé la première porte à coups de pied. À peine est-il entré dans la baraque qu'il a reçu un coup de faucille dans le bide. Il a gueulé, ses tripes ont giclé. Quant au lieutenant Polovinkin, qui se planquait près de la fenêtre, il a défoncé à coups de crosse et s'est mis à arroser l'intérieur de balles. Puis on a jeté une grenade offensive, plein de fumée. Alors on s'est tous mis à tirer comme des fous par les ouvertures de la maison. Moi j'essayais de sortir mon pote de là, puis quand on a regardé dans la maison, il y avait les restes d'une quinzaine de personnes, plein d'enfants, du sang, de la bidoche, et puis la puanteur, une vraie boucherie. Et comme ça, d'une bicoque à l'autre, merde. On s'en va de là comme saoul, on ne piche plus rien, comme des cons, personne ne parle. On se dit que bon, on a accompli notre mission, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc, sur le chemin de retour, personne ne parle. Il n'y a que les officiers qui n'arrêtent pas de jacter entre eux, comme si tout était normal, quoi. Mais pour nous, c'était la première fois, bordel. On marche et puis il y en a un qui se met à dégueuler, un autre qui tombe dans les pommes. Et on avance comme ça en traînant notre copain Georges, tout ça en silence. Et on arrive à l'unité, personne ne dit rien. Puis les plus vieux commencent à parler tout doucement. Mais nous, on y était pour la première fois, on n'y comprenait rien à cette chérie. Alors nous voyons comme ça, les vieux schnocks ont amené de la vodka, de la cam, ils nous ont bourré de cam et de vodka, on est tombé raide. C'était la première fois, bordel, oui. Une autre fois, on était en opération pas loin de Rabatak. Bref, on a chopé une dizaine de gars. Ils avaient 2 armes de chasse, tu vois, pour chasser les oiseaux, quoi. Alors le même officier, il les a fait ligoter, il les a mis par terre, comme ça, alignés sur la route, pas très loin de la garnison. Et puis 3 blindés leur sont passés dessus et les ont complètement écrasés. Alors ils nous ont fait descendre des camions gueulant. Allez, nettoyez toute cette viande. Et la viande et du sang, il y en avait partout. Alors on s'est mis à foutre toute cette bidoche dans une espèce de fossé près de la route. On était tous dégueulasses, rouges de sang. Il y en avait qui gerbaient, d'autres qui titubaient. Mais moi j'étais là déjà depuis 1 an. J'étais plus blindé que les genoux qui venaient d'arriver. Mais eux alors, ils s'étaient complètement cassés. Ça devait se passer vers 4 heures de l'après-midi. Donc on venait de tout mettre dans le fossé et on avait balancé un peu de terre dessus. Le soir vers 9 heures, l'officier est retourné là-bas, a attrapé une tête dans le tas, l'a rapporté au cantonnement. Alors il a foutu dans une marmite, il a arrosé d'essence et il a foutu le feu. Et on était là, pas loin, tout le régiment a regardé ça. Et lui, le con, il se marrait, complètement beurré. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Complètement saoul, le mec. Maintenant, il est dans la garde du Kremlin. La chaleur est étouffante, près de 50 degrés. Nous devons interrompre l'interview car Nicolas est beaucoup trop faible. Il souffre d'hépatite, il ne mange plus, il dépérit. Les Afghans lui prodiguent des soins de fortune, mais cela ne suffit pas. 2 ans de guerre et 3 ans de captivité, c'est visiblement trop pour Nicolas.
Son désespoir est terrifiant. Abandonnés de tous, même de leur pays, qui les considère comme des traîtres, ces ex-soldats, ces hommes brisés vivent en sursis. Même la Croix-Rouge ignorait leur existence. Ils nous demandent de ne jamais les oublier. Mais comment leur donner l'espoir quand on sait qu'aucun pays occidental n'ose les accueillir? En novembre 85, notre film diffusé dans le magazine d'Antenne 2 crée l'événement. Il nous vaut aussi une violente attaque des autorités soviétiques. Dans un communiqué adressé à l'AFP, l'ambassade du RSS de Paris nous accuse, je cite, d'avoir mis ces jeunes gens hors patrie et de nous être fait les complices de leurs geôliers en les détruisant, sinon physiquement, du moins moralement. Selon l'ambassade, nous nous sommes montrés anti-humains. Nous avons violé tous les droits de l'homme. L'agence Novosti, elle, va plus loin. Elle nous accuse carrément d'avoir torturé Igor et Nicolas. Mais le destin est imprévisible. 5 Soviet Army defectors brought to Canada from Afghanistan begin a new life in Toronto. 5 Red Army deserters were welcomed in Metro like heroes today. And then it begins. C'était en novembre 1986. Parmi ces 5 soviétiques, les mêmes Igor Kovalchuk et Nicolas Golovin, méconnaissables, que nous avions filmés 15 mois plus tôt en Afghanistan. À leur arrivée à Toronto, une conférence de presse est organisée. Impressionnés par la foule, les ex-soldats devenus soudain vedettes ne diront pas grand-chose. Sinon... Jeff Ansell tells us the soldiers made it clear today they never want to go back. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons aussitôt cherché à établir le contact avec Igor et Nicolas. En vain. Après plusieurs mois d'attente, nous avons décidé de nous rendre à Toronto. Nous voulons savoir par quel miracle ces soldats perdus sont arrivés au Canada. Nous voulons parler avec eux. Nous avons 1000 questions à leur poser. Comment vivent-ils? Que pensent-ils? Nous sommes ici depuis plusieurs jours, mais toutes les portes auxquelles nous frappons se ferment. Impossible d'obtenir l'adresse d'Igor et de Nicolas. Impossible de rencontrer les personnes qui se sont chargées d'eux. Pourquoi cette méfiance? Nous finissons par comprendre que la communauté russe de Toronto ne souhaite aucune publicité sur cette histoire. Peur du KGB, peur d'une provocation soviétique sans doute. Nous nous accrochons, nous sommes persuadés que Igor et Nicolas seraient heureux de nous voir. Commence alors une véritable enquête policière. Systématiquement, nous téléphonerons à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'affaire. J'ai l'impression qu'il ne veut plus me parler, tu vois. Yes, Mr. Jessup, please. Yes, who's calling? Victor Lupin. L'homme que nous cherchons se dérobe sans cesse. Nous ne comptons plus les appels pour essayer de le joindre. I'm sorry, he's not at his desk. He's not at his desk? Mm-hmm. Okay, do you know when he's going to be in? In a few minutes. He's not out of the office. Uh-huh, I see. Okay, I'll call in 5 minutes. Thank you. Thank you. Yes, I'd like to speak to Mr. Jessup, please, if he's there. I'm sorry, he's out for lunch at the moment. I called 5 minutes ago. You told me he'll be back in 5 minutes. Now you tell me he's out for No, lunch. he's out for lunch. Yeah, he just left now. Okay. When is he going to be back? Oh, he should be back in an hour. In an hour. Can you tell me, please, when he's leaving the office in the evening, like by 5 or 6 or what? Oh, that varies every night. That varies every night. I see. Okay. Thank you very much. Okay, then. Bye-bye. Thank you. À l'arrivée des 5 prisonniers ici à Toronto, au Canada, l'ambassade soviétique a voulu les voir. Et l'immigration, le groupe d'immigrés qui les a fait venir, a organisé une entrevue entre les représentants de l'ambassade soviétique, les prisonniers donc libérés,
et l'avocat, celui qui m'évite là constamment, qui s'appelle Serge Youssouf. Et à mon arrivée ici, des pressions tout à fait incroyables ont été faites par le chef, disons le leader ici de l'immigration de Toronto, qui s'appelle Klimov, pour qu'il ne me voie pas. Lorsque Nicolas et Igor étaient détenus par les Afghans, notre enquête avait aussi duré des semaines. À ce moment-là, évidemment, ils étaient prisonniers. Mais maintenant, tout de même, eux qui rêvaient de venir en Occident, d'y être libres et de pouvoir parler librement, comment comprendre qu'ils soient ainsi maintenus au secret? Sont-ils à vie condamnés au silence? L'essentiel, c'est qu'ils soient ici quand même, hein. Nous décidons de repartir à zéro. Nous avons appris qu'un journal avait joué un rôle important dans la libération des prisonniers soviétiques. Ce journal, c'est le Week Standard, un quotidien qui tire à 30 000 exemplaires. Son siège se trouve à 300 km de Toronto, dans une petite ville qui s'appelle Kingston. Nous avons pris rendez-vous avec les personnes qui se sont chargées de l'affaire. Le gouvernement canadien s'était engagé à tout faire pour organiser la libération de ces prisonniers. Il a travaillé avec des groupes d'immigrés russes et ukrainiens ici, à Toronto. Comme il l'avait promis, une fois les détails pratiques réglés, une mission a donc été envoyée pour faire sortir ces prisonniers, ces 5 jeunes soviétiques, d'Afghanistan. Ils étaient sur le point d'embarquer à bord d'un avion pour le Canada lorsque le gouvernement s'est brutalement dégonflé. En résumé, le gouvernement a essayé et a échoué. En réponse aux sévères critiques qui lui ont été faites à la suite de cet échec, le gouvernement a voulu se justifier par une série d'explications. Notamment par le fait que les 5 prisonniers étaient tous de grands drogués. Le seul moyen de réfuter une telle présomption, c'est d'aller en Afghanistan, constater par soi-même. Si c'était vrai, si ces 5 jeunes gens étaient réellement drogués à ce point, alors ici au Canada, on se serait moins mobilisé pour les faire venir et on aurait eu beaucoup moins de sympathie pour eux. Ça, c'était une chose très importante. Deuxième point, voulaient-ils venir au Canada? Ça aussi, on pouvait le savoir, en leur posant la question. Et bien sûr, ils le désiraient. Dans notre profession, on aborde souvent les choses en se basant sur des suppositions. Souvent, il est impossible de connaître la vérité. Nous sommes sans cesse confrontés à ce genre de problème. Or, dans ce cas précis, j'ai pensé que nous avions les moyens de connaître la vérité. Il suffisait d'aller sur place et de parler aux protagonistes de cette histoire. Nous avons joué le rôle de catalyseur, exactement comme dans une réaction chimique où le catalyseur permet à 2 éléments de se rejoindre sans pour autant influer sur le résultat final. En ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe, il y avait beaucoup de gens impliqués qui voulaient à tout prix faire venir ces prisonniers soviétiques au Canada. En fait, beaucoup de choses avaient déjà été faites avant que nous entrions dans le jeu. Mais d'une certaine façon, les gens impliqués, et plus particulièrement les fonctionnaires du gouvernement, s'étaient en quelque sorte, disons, découragés. Le fait que nous soyons allés en Afghanistan et que nous les ayons retrouvés et interviewés et que nous ayons ramené l'histoire a fait tout à coup son effet et a poussé le gouvernement à agir. Le journaliste qui a été envoyé en Afghanistan pour rencontrer les prisonniers, c'est cet homme, David Prosser. Au journal, il s'occupait de la page spectacle. J'ai choisi David Prosser surtout par instinct. Bien sûr, j'ai fait le tour de tous les journalistes de la rédaction
Et j'ai pensé qu'il me fallait avant tout un journaliste sensible aux détails, aux sensations, et capable d'en tirer des conclusions personnelles et de se prononcer sur la validité des choses dites. Il ne s'agissait pas d'envoyer simplement quelqu'un pour ramener des mots, mais il fallait quelqu'un capable de juger la situation et d'en percevoir ses subtilités. À partir du moment où nous avons fait les interviews et jusqu'à mon retour au Canada, je n'ai cessé de m'interroger sur la manière dont j'allais raconter cette histoire. Finalement, je me suis dit que la chose qui m'avait le plus frappé, c'était l'image de 2 des 5 hommes, Igor Kovalchuk et Nicolas Golovin. Eux, nous les avons interviewés dehors. Pour les autres, ça se passait à l'intérieur. C'était un choc de les voir ainsi. Ils étaient assis sur un petit tapis au bas d'une colline. Il y avait du vent, des moudjahidines un peu plus loin, des chèvres qui broutaient. C'était une vision tellement étrange que j'ai eu l'impression de me retrouver sur une autre planète. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon premier article. J'ai écrit quelque chose comme ça. Ces 2 hommes étaient assis dans la poussière, on se serait cru sur Mars. Cette image extrêmement poignante était pour moi le moyen de faire comprendre leur isolement, leur détresse, le fait qu'ils se retrouvent piégés dans une culture tellement étrangère, apparemment sans aucune issue et sans aucune possibilité d'en réchapper. C'était vraiment comme s'ils étaient coincés sur une autre planète et que moi j'avais endossé une tenue d'astronaute me permettant de me rendre sur cette planète, de parler à ces gens et puis de repartir, tandis qu'ils y étaient piégés. Professionnellement, je devais être très pointu. Je devais présenter des portraits de ces 5 soviétiques aussi vrais que possible. En d'autres termes, je devais faire comprendre à l'opinion publique canadienne qu'il s'agissait d'êtres humains et non pas simplement de noms étrangers imprononçables. Ce qu'il fallait, c'était leur dire « Hé, regardez, voilà un jeune homme qui, s'il n'était pas né ailleurs, pourrait être votre fils, votre frère, votre mari. Redonnez-leur la vie. » Grâce aux articles de Prosser, l'opinion publique canadienne se mobilise. Quelques mois plus tard, le gouvernement canadien accorde 5 visas, une belle histoire de presse. On va les filmer un petit peu en chronologie, on va essayer d'établir leur emploi du temps, la journée... Notre enquête a considérablement avancé. Nous avons maintenant l'adresse d'Igor et de Nicolas, nous savons qu'ils prennent chaque jour des cours d'anglais, nous savons aussi qu'ils ont reçu des consignes de discrétion, qu'ils risquent de refuser de nous rencontrer. Nous décidons de les filmer à leur insu, ne serait-ce que pour montrer qu'ils existent, qu'ils sont bien là, au Canada. Tu l'as? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il t'a vu? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Il est rentré? Voilà, terminé. L'homme en rouge, c'était Nicolas Golovin. Celui-ci en blouson de cuir, c'est Igor Kovalchuk. Ils sont vraiment méconnaissables. Ils n'ont plus rien à voir avec les hommes que nous avions connus. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Quelques jours plus tard, nous réussissons enfin à parler au téléphone à Nicolas. Il est très ému. Il aimerait bien nous voir, mais il n'ose pas le faire. Un soir pourtant, coup de théâtre. Il nous rappelle, à notre grande stupeur, ils ont décidé, Igor et lui, de passer outre les consignes et de venir nous rencontrer à l'hôtel. Слушай, в общем, завтра поговорим на этот счет, да? Да. Ага, да. Окей, до завтра. До завтра, чувак. Пока. J'arrive pas à croire que nous sommes ici tous les deux. Je trouve ça fou. Tu parles. Jamais je n'aurais cru que vous en sortiriez. Quand je me souviens dans quel état vous étiez.
Mais qui y croyait? Nous, on n'y croyait pas nous-mêmes. Mais à quel moment y as-tu cru? À quel moment t'es-tu dit, oui, nous nous en sortirons? Bon, je t'ai pas vu, ni toi, ni personne, depuis plus d'1 an, mais dès ce moment-là, j'ai commencé à espérer. J'ai même commencé à faire du sport. Comment peut-on faire du sport en Afghanistan? Nous avons pris de grosses barriques, nous les avons bourrées de pierre, scellées avec un peu de ciment, on les a reliées avec un bâton, et puis on en a pris 2 autres, plus petites, et on a fait un banc incliné. Et on y faisait des exercices toute la journée. Et toute la journée, on ne faisait que ça. Plus un peu de lecture, un peu de poésie. Nous avions 2-3 revues russes qu'on avait déjà lues d'un bout à l'autre. Et aussi le Maître et Marguerite de Bouliakov. Je l'ai lu au moins 5 fois. Je le connaissais par cœur et je le racontais même à Nicolas la nuit. Lui me disait, allez, raconte-moi un conte. Et moi, paf, je commençais le Maître et Marguerite et lui adorait ça. Ça le faisait planer. Et puis il me disait, mais comment est-ce possible qu'un homme puisse faire ça? Et moi je lui répondais, Nicolas, c'est un roman. Alors, c'est ça que tu lis en ce moment? Oui, je suis en train de lire Quo Vadis et c'est un bon livre. Ça te plaît? Oui, vachement, c'est de la romantique, il raconte tout comment ça se passait là-bas. De l'Afghanistan à la romantique? Oui, tu vois, dès que je suis rentré d'Afghanistan, je me suis plongé dans la romantique. Et ça, c'est quoi? Le Maître et Marguerite, tu l'as lu? Oui. Tu vois, ça, il faut le faire pour écrire un truc comme ça. Le lendemain, pour leur montrer ce film que nous avions tourné sur eux en juillet 85, nous allons louer un magnétoscope. Combien elle pèse, Christophe? 14 kilos. 14 kilogrammes. Belle fois, hein? Как пулемет. Il dit que c'est comme une mitrailleuse. Le même poids. Il faut mettre ça dans la panne de porc. Igor est très excité à l'idée de voir nos images. Nous sommes très impatients de connaître ses réactions ainsi que celles de Nicolas qui doit nous retrouver à l'hôtel. Vont-ils confirmer ce qu'ils affirmaient devant notre caméra il y a 1 an et demi, alors qu'ils étaient prisonniers et entourés de leurs geôliers armés? Ou au contraire, vont-ils renier leur témoignage? Ворот узнаю, да. Ты чё, такие стены были, вау. А это кто? Ну, это Виктор. Это ты. Dis-le comme tu le sens. Réfléchis un peu et quand tu es prêt, tu me dis... Et surtout, regarde le mec. Surtout, regarde le mec, d'accord? Tu peux regarder où tu veux, par terre, mais lorsque tu relèves les yeux, tu le regardes. Bonjour mes très chers parents, je vous parle d'Afghanistan. Attends, un peu plus tard. Ok, un peu plus tard, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Ok, je trouverai quelque chose. Nous leur présentons le film sur le téléviseur de notre chambre d'hôtel. Nous filmons leur réaction durant le visionnage qui s'effectue sans interruption. C'est là, à l'hôpital, que j'ai rencontré mon copain Igor. Ты его помнишь таким? Ты помнил его таким или нет? Ну, конечно. Я думал, ты не выживешь. Серьезно? Смотри, какие вены еще были. Да, гнилая кровь уже текла. Étrange vraiment de voir ces hommes découvrant leur passé soudain ressuscités sur le petit écran. Étrange pour nous de les filmer sur le lit en train de regarder leur double, si différents de ce qu'ils sont devenus.
Au bureau de recrutement, il y avait le colonel Antonian, un Arménien. Alors voilà, sa fille, l'Arménienne, bref. Cette fille se shootait, et mon pote aussi. En plus, il la baisait tous les jours. Une fois, elle dit « Bon, c'est ok, ton copain qui me file 1000 roubles, et je me charge de baratiner mon père. » Mais en général, c'est 3000 roubles qu'il fallait. Борода какая-то, торчит нахуй. Волосы грязные. Давали нам же показывать таких же, блядь, грязных, блядь, да? Что журналисты... А им было точно все равно было. Да, им все равно тоже было. Что, блядь, может, на Западе посмотрят, может, отпустят. Они хотели нас сплавить. Avant de nous quitter, Igor et Nicolas nous avaient demandé de transmettre un message à leur famille. Nous avions décidé de les filmer. Igor nous avait même confié le numéro de téléphone de son père à Kharkov. De retour en France, nous avions donc essayé de le joindre au téléphone. J'écoute. Bonjour madame, je voudrais téléphoner en URSS. Il y a une demi-heure d'attente environ. D'accord. Oui, bonjour, je suis Paris. Bonjour, je voulais Kharkov. Kharkov, oui. Excusez-moi, la ligne est dérangée. Allô? Vous demandez Kharkov? Oui. Je sais pas. Le numéro que j'ai demandé ne répond pas? Non. Oui, c'est bon. Allô? Voilà, parlez alors. Allô? 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 Attendez. Attendez, ne quittez pas. Oui. C'est Paris, вас просят Paris. Алло? Говорите, пожалуйста. Ну, говорю. Алло? Vous parlez? Oui, алло? Алло? Кого вам надо к телефону? Леонида Ефремовича. Леонида Ефремовича? Да. Леонида Ефремовича такого нет. Ага. Nous voulions transmettre ces messages privés. Nous nous sommes heurtés au barrage de la censure. Nous avons alors décidé de les rendre publics. Bonjour mes chers, je vous parle d'Afghanistan. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis vivant et en bonne santé et je vous dis un grand bonjour. Je ne sais pas ce que vous ont dit les autorités. Elles vous ont peut-être dit que j'étais un bandit, un assassin. Je ne sais pas ce qu'elles ont encore pu vous dire. Sachez seulement que je vous ai jamais trahi, que je vous aime, mes chers, que je vous aimerai toujours. Si jamais j'avais la moindre occasion, je vous écrirais sans faute. Mais pour le moment, rien de tel ne s'est encore présenté. Je ne veux pas faire la guerre, je ne veux pas verser le sang. Et maintenant, recevez mon grand bonjour. Si jamais je parviens à m'en sortir, à revivre normalement, je voudrais que nous soyons nouveau tous ensemble. J'espère que nous serons à nouveau ensemble, mon père, ma mère, ma petite sœur. Вы знаете, что они потом написали? Что я вас пытал. Да. Что я вас пытал, что мы вас избивали, что мы вас заставляли, что все такое. Ты знаешь, как людей это... Кому его показывают в фильмах? Никому. Да никому, это для вас, это документ. Это документ, это потом через, да не знаю, через 10 лет. Детям через 10 lет, ты понимаешь, это... Igor et Nicolas ne sont revenus sur aucune de leurs déclarations de juillet 85. Ils ont regardé ce film comme un film de souvenir, souvenir d'une période à jamais révolue dans un pays étrange qui aurait pu n'avoir été qu'un mauvais rêve. Ils avaient encore envie de parler. On avait tous les jours des discussions. Je lui disais, tu vois Nicolas, un temps viendra où il faudra compter sur soi-même. Les gens vont nous sauver, bien sûr. Je pense qu'ils ont des sentiments. Les gens regardent et ils se disent que nous ne voulons pas faire la guerre,
que nous voulons que la paix soit partout dans le monde. Finalement, quelqu'un va nous aider. Combien de temps faut-il encore souffrir comme ça? Il faut espérer. Tant que nous vivons, et nous vivons, nous devons espérer. Il faut avoir un rêve dans la vie. À l'époque, nous avions un rêve. C'était celui de nous échapper et vivre. Vivre, ne pas ramener nos fraises, ne pas se mêler de politique et de toutes ces conneries. Bien sûr, il y a des gars qui sont restés là-bas, des gars qui sont restés en captivité. Et si les gens nous ont aidés, nous, c'est qu'ils vont peut-être aider les autres aussi. S'ils ont pensé à nous, c'est qu'ils pensent aussi aux autres. Mais maintenant, vous allez servir d'exemple. La réussite de votre libération peut servir d'exemple aux autres. Pour nous, l'essentiel maintenant, c'est de bien nous tenir, d'étudier, de travailler. À part ça, nous n'avons aucun problème. Vulnérable et fragile, une proie facile. Un jour amadoué par un agent soviétique très amical, Rykov et Klan se sont rendus à l'ambassade. Ils n'en sont ressortis que pour monter dans un avion de l'aéroflotte, destination Moscou, novembre 84. Pour Masha, avec les souvenirs et la tristesse, il reste quelques photos floues et une cassette de chansons. Я плавно нажимаю на педаль долине солнца, где Фергана банкует планом. Мудрец качает стачелима, там валит дым, салам алейкум, всем плановым. Как только вечер кайфа наступает, наркоши собираются в кружок. Тут кто-то себя иглами ширяет, а кто-то забивает косячок в долине солнца, где Фергана банкует планом. Мудрец Хаджай стачелима, там валит дым, салам алейкум, всем плановым. А утром просыпаемся с кумаром, и в голове стоит один вопрос: а где бы нам достать побольше плана и посадить туда, где он не рос, долине солнца, где Фергана банкует планом. Мудрец Хаджай стачлима, там валит дым, салам алейкум, всем плановым. Les officiers nous lançaient des trucs du style « Les Américains au Vietnam, ils faisaient des saloperies. Et nous aussi, on en fait ici. » Ils reconnaissaient directement. Ils ajoutaient « Et nous, on est meilleurs que les Américains ou quoi ?» Tu vois tout de suite, pire, meilleur, ni remords, ni aucune émotion. Personne ne dit que les Afghans vivent comme ça, que leurs parents vivaient comme ça. On leur fait la guerre et puis c'est tout. Et pourquoi on leur fait la guerre? Réponse: c'est notre devoir international. Nous devons aider le peuple et lui apprendre à vivre. Et si les gens ne veulent pas vivre comme ça? Et je regarde tout ça et je me demande, à quoi bon? Voilà, ils défendent leur village, par exemple, et nous, on leur envoie l'aviation. Et ces pauvres enfants, une horreur, un cauchemar. Bien sûr, chez les Afghans, c'est les adultes qui combattent surtout. Les enfants sont partout, ils les aident. Pourquoi diable a-t-on besoin de cet Afghanistan? Combien des nôtres tombent là-bas? Et puis nos officiers qui écrivent les faire-part. Mort au devoir. Quel devoir? Une guerre pure et simple. Pour en revenir à ces pauvres enfants, nous étions déjà captifs. Un Afghan vient tout à coup et nous dit « Écoute, viens me donner un coup de main, mon garçon était blessé. » Et nous, on se dit « Allons les aider. On ne peut quand même pas faire autre chose. » On y est allé, on a fait un bandage, mis quelques médicaments. On a fait ce qu'on a pu. Et voilà, je regarde ce pauvre gosse et je pense, des Russes l'ont mutilé, et maintenant un autre Russe le soigne. Et vraiment, on commence à devenir dingue. Et je pense, pourquoi cette horreur? Pourquoi est-ce que je dois participer à tout ça? Ce cauchemar, cette horreur? J'ai pas envie d'oublier, tu vois. Nos gars qui sont restés là-bas, ils pensaient aussi à quelque chose. Eux aussi ne voulaient pas cette guerre.
Et ces enfants qui sont là-bas, eux aussi sont des victimes de la guerre. Je voudrais les aider, et les uns et les autres. Et pour l'instant, je sais vraiment pas comment faire. Et tu sais, en fait, je n'ai pas encore envie de faire de la politique. On a envie de vivre, tu vois. On vient d'arriver. Les choses pourraient être plus simples, comme dans cette maison de Toronto, chez les Russes immigrés qui hébergent Nicolas. Pour Nicolas, comme pour les autres, il va falloir réapprendre à vivre, apprendre l'anglais, s'adapter à un monde nouveau, comprendre les nouvelles règles d'une société qu'ils ont à découvrir. Tous, pourtant, nourrissent au fond d'eux-mêmes le rêve sacré de revenir un jour chez eux, sur cette terre qui les a vus naître et où ont vécu leurs ancêtres. Un rêve simple, commun à tous les hommes de la terre. Pourquoi faut-il que pour eux, cela soit si difficile? Эх, я цыган, и ты цыган. И оба мы не цыгане, да? Оба мы цыгане. Ну все равно цыгане. Эх, ты воруешь лошадей, а я ворую сани. La guerre d'Afghanistan dure depuis décembre 1979. Mais pourquoi cette guerre? Même Igor, Nicolas, Yuri et les autres l'ignorent. Combien paieront encore? Combien seront faits prisonniers? Combien de morts, soviétiques comme afghans? А где музыка? Нет музыки.